Si tu ne crées pas tes agents de cette manière sur N8N, ce n'est même pas la peine de continuer. On voit ça tout de suite ensemble. C'est parti. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir ensemble deux structures d'agents et on va se poser la question de pourquoi une est potentiellement plus optimale qu'une autre. Donc on a une structure d'agent classique, hein, si je puis dire, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Un agent avec des outils. Ces outils sont réellement des outils par exemple natifs à N8N. Hein. Là, on peut s'imaginer que c'est un Google Send Email, un Google Calendar, ce genre de choses. Okay, donc, ce qu'on voit régulièrement, un agent, ce qu'il y a de plus classique. Un agent qui chapeaute le tout et des outils en dessous qu'il peut utiliser pour effectuer la tâche demandée. Ok, donc ça, c'est la première structure que tout le monde connaît, que tout le monde emploie, enfin que beaucoup de monde emploie régulièrement. Et nous, on va plutôt s'intéresser à cette structure, donc ce qu'on appelle une structure supervisor tool, si tu veux. C'est comme ça que Langchain l'appelle, du moins. Et cette structure, en quoi elle consiste? Donc, on a un superviseur en tête d'agent, donc à la place d'un agent qui fait toutes les tâches qu'on lui demande, on a un agent superviseur qui lui va s'occuper de chapeauter comme une pieuvre un peu tout ce qu'il a en dessous. Et d'ailleurs, en dessous, qu'est-ce qu'il a? À la place d'avoir des simples outils, il a des agents, ce qu'on appelle des sous-agents à sa disposition, promptés pour une tâche précise qui vont effectuer une seule tâche et remonter l'information à l'agent superviseur. Donc vous voyez, par exemple, on récupère la demande, on a un traitement précis et on a l'output qui remonte au superviseur et qui, lui, potentiellement, va travailler cet output, rappeler un autre sous-agent derrière, etc. etc. C'est tout un cheminement qui se fait avec un superviseur en dessus. Et pourquoi c'est beaucoup plus pertinent d'utiliser ce type de structure? On va le voir en détail dans N8N tout de suite avec un scénario très simple. Donc on va avoir une demande d'un collaborateur, on se met en condition, on fait ça pour une PME. La PME utilise cet agent pour obtenir des informations sur sa base de données, pourquoi pas. Donc on a une demande du collaborateur. Avec cette demande, on imagine que la PME va dire « Ok, donne-moi des informations sur le client Fauchère Anthony », tout simplement. Pour ce faire, on a deux bases de données, enfin deux tables si tu veux, une table nom et une table description, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est forcément quand tu fais un audio, tu ne vas pas pouvoir avoir Anthony orthographié correctement, Fauchère orthographié correctement, etc. Et tu ne vas pas pouvoir utiliser cette donnée pour faire une recherche dans Search Description par la suite. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi c'est nécessaire. Ok, donc ça va être notre workflow. Une demande, on va chercher le nom. Avec ce nom, on le reprend et on va chercher la description. Donc, comment ça se matérialise tout ça? Déjà, pour revenir à Supabase, on a deux tables toutes simples. Une table non client avec en content, donc on a tout simplement le nom du client et Harris David. Ok, Harris, c'est des noms fictifs, on n'en a que 100. Il faut s'imaginer, pour les besoins de la vidéo, qu'on a une table avec 10 000, 20 000 noms et descriptions. Vraiment une quantité immense de données, ce qui est énormément le cas des PME, ok? Parce que si effectivement, si tu as une petite quantité de données comme actuellement dans ces tables, le LLM s'en sort très bien sans passer de metadata, etc. En parlant de metadata, donc là on se rappelle, on a le nom du client. Dans description, on a la description de chaque client, n'importe quoi aussi, ça a été généré par Claude. Une expérience leader qui excelle en team management pour Smith David. Donc on a le nom qui est récupéré dans le content, mais on l'a aussi au niveau des metadata. Ok, les metadata, c'est tout simplement une paire de clés-valeurs. Tu vois, tu as name et tu as Smith David. Et ce qui va être intéressant avec ces metadata, c'est qu'on va pouvoir tout simplement les employer pour affiner notre recherche. Donc on a l'option indexation, on a aussi l'option metadata qui peut être combinée pour faire des styles de recherche hybrides, donc par similarité, mais également par query tout simple avec un nom ici au niveau des metadata. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, à savoir que les embeddings, aucune metadata n'est envoyée au niveau de l'embedding, c'est vraiment de la donnée pure si tu le veux bien, il n'y a que le content qui est au niveau de l'embedding ici. Ok, donc très simple comme workflow, mais vous verrez très utile pour mon explication de la structure supervisor tool qu'on est en train de voir actuellement. Donc, un agent basique va se structurer de cette manière, un agent avec un prompt
plus ou moins long, mais plus long que court, hein, s'il doit effectuer toutes les tâches de lui-même. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que dans le prompt d'un agent classique, on prompte et l'agent basique et tous les outils auxquels il a accès, si tu le veux bien. On lui dit, ton rôle c'est ça, le contexte c'est ça, tu vas utiliser cet outil de cette manière, tu vas effectuer les tâches suivantes avec cet outil, etc. etc. Donc ça peut potentiellement, indépendamment, là encore il faut s'imaginer un contexte beaucoup plus grand à l'échelle d'une entreprise, ça peut potentiellement ouvrir un contexte qui est immense, qui du coup avec une mémoire aussi également, donc qui va lui repasser du contexte encore et encore à chaque demande, ce qui fait que potentiellement avec par exemple du GPT-4o mini, le modèle ne va pas s'en sortir. Okay, et c'est aussi là la chose à prendre en compte, c'est de se dire qu'en découpant tes workflows, enfin tes agents plutôt en agents, sous-agents, etc., on a encore plein de structures à disposition, mais le fait de les découper te permet également de choisir et d'affiner les modèles que tu... Enfin pas d'affiner, plutôt de choisir les modèles que tu utilises par agent. A contrario que si tu n'as que cet agent-là, eh ben, très probablement que tu devras choisir du GPT-4o, un Claude, etc. Et chaque appel qui se fera pour chaque outil, etc. utilisera Claude ou GPT-4o qui sont quand même beaucoup plus chers que du GPT-4o mini. Donc c'est également une raison. Et pour la raison de la metadata dont je vous parlais avant, donc vous voyez sur Supabase, hein, on a quelques champs à disposition, notamment le query name, donc qui est la fonction qu'on a créée auparavant. Si on retourne ici, vous savez, avec le code SQL que vous avez sur la documentation de LangChain, hein, d'ailleurs, elle est disponible au niveau de la commu, dans la classroom, au niveau de la création de l'agent ici, on en parle, au niveau des DB vectoriels et mémoire persistante ici. Si jamais, revenons-en à nos moutons. Au niveau de Supabase, on a donc ces fameuses fonctions que vous retrouvez ici, fonction, et si on tape par exemple match client ou match description, c'est les deux fonctions qu'on a pour retrouver un client si tu veux par similarité. Donc ça se présente comme ceci, je l'explique au niveau de School, et là tu vois qu'on peut passer des métadatas également au niveau de cette fonction là. Donc si on retourne à notre agent, c'est ce qu'on aimerait faire. Cependant, vous voyez, j'ai mis ça. Donc la métadata qui s'appelle name, est-ce qu'elle a un majuscule ou pas? On va vérifier ça tout de suite. Alors là, name, non, pas de majuscule. Donc dans description, on a une métadata qui s'appelle name et qui regroupe le nom du client pour, si tu viens là, Taylor David, et c'est bien un Taylor David ici. Ok, donc c'est pour faciliter la recherche, sauf que à ce niveau-là, ça aurait été le top de se dire, tu appelles si tu le veux bien getName, tu récupères le nom de getName, et ensuite, on se rappelle, hein, cette fonction-là, elle permet à l'AI de décider le contenu de cette variable, sauf que bah, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ça aurait été idéal. On se dit, tu appelles getName, tu réceptionnes le nom, paf, avec la petite fonction, tu le repositionnes ici. Sauf que c'est pas possible, du coup, on ne peut pas rajouter de metadata à ce niveau-là, si tu le veux bien, de manière dynamique au niveau du nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'était pour l'agent classique. Ok, on a bien compris comment il fonctionnait. Un agent qui fait tout. Grosso modo, un agent qui fait tout, qui a juste des outils à disposition, mais rien de plus. Nous, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. On revient à notre agent structuré de cette manière, en supervisor tool, qui finalement est structuré comme ceci. Donc déjà, c'est beaucoup plus visible. Tout a été séparé. Hein. Si on pense à par exemple du développement pur, hein, on sépare toujours nos fonctions, on sépare toujours les tâches, etc. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire dans N8N. Rien ne sert de faire si tu veux un workflow, un agent immense qui fait tout, ça ne fonctionnera que très peu ou une fois sur deux et c'est pas ce qu'on veut. Quelque chose quand même de persistant qui fonctionne tout le temps. Donc on s'en fout de ces deux positions là, hein, c'est juste le modèle et une mémoire par défaut pour que ça rende joli. L'idée c'est de se dire, donc là vous voyez on a un agent superviseur. Cet agent superviseur il a des outils certes, c'est pour ça que ça s'appelle superviseur tool, à contrario de superviseur qui lui aurait été, je vous mettrai la vidéo de LangChain dans la description qui explique toutes les différentes architectures qui est super intéressant. Donc nous on traite la superviseur tool hein, qu'on a ici, à la différence de la superviseur classique qui elle n'emploie pas des outils pour appeler des sub-agents mais appelle directement des sub-agents qui potentiellement répondent directement eux à l'output. Ok, petit aparté. Si on revient, donc on a nos deux tools qui sont Search Name et Search Description qu'on va employer
l'un après l'autre, récupérer le nom, récupérer la description. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, on peut voir qu'on utilise search name qui est un sub-agent qu'on trouve ici. Search name est tout simplement un agent qui est spécialisé dans le fait de retrouver le nom précis du client via un nom qui est potentiellement mal orthographié, etc. Donc tout simple, un prompt qui gaspille quasi pas de token, hein, on le voit bien, on est bien d'accord. Une recherche au niveau de la base de données vectorielle avec match client, pas encore de metadata à ce niveau-là. L'output va être tourné. Ah, j'ai cette question qui m'a été posée dans une vidéo YouTube. Effectivement, il y a une mise à jour. On n'a plus besoin à ce niveau-là de choisir le retour du scénario et de mettre qu'est-ce que c'était, output ou je ne sais plus quoi, de faire un edit field à la fin de ce scénario et de choisir ça. On n'en a plus besoin, ça se fait de manière automatique. Ok, donc petit aparté encore une fois, on revient à nos sous-agents. Donc d'une fois que notre superviseur aura récupéré le nom, lui il est prompté tout simplement de telle manière, j'ai pas trop travaillé le prompt, c'est juste pour les explications. Il est prompté de telle manière que lorsqu'il aura reçu name agent pour obtenir le nom exact, il va déléguer à description agent pour obtenir les informations. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que, sinon ça n'a pas d'intérêt, au niveau de search description, on va décider de passer à ce niveau-là. Vous voyez, on peut spécifier un schéma d'input pour le sub-agent. On va spécifier le nom du client qu'on va recevoir en variable dure. Hein. Si tu le veux bien, ça ne sera pas au sub-agent de décider le nom du client. Non, non, nous, on va le recevoir à ce niveau-là, ce qui va faire qu'on va pouvoir le passer en metadata directement et affiner notre recherche très simplement, sans même parler de similarité. On retire uniquement les données qui correspondent à la metadata qu'on aura passée ici. Ok, donc j'espère que vous avez suivi, que c'est très clair. Je vais juste faire quelques ajustements parce que du coup je l'ai généré très rapidement avec Claude. Donc utilise l'élément du collaborateur, délègue. Voilà, tout simplement, on va essayer comme ça. L'idée, c'est pas de passer du temps sur le prompt dans cette vidéo, mais plutôt de vous montrer ce qu'il en est. Et donc, au niveau de Search Description, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer à ce niveau-là le nom du client pour le passer directement ici, en dur, si tu le veux bien, en sélectionnant la variable. Donc, on va faire aller une fois le scénario, tu sais quoi? Juste comme ça aussi, je vous montre comment récupérer le nom du client. Donc, on le fait aller, on le save. On n'a pas besoin d'activer les scénarios qui sont des sous-agents. Donc, à retenir aussi, ce qui est très intéressant, ça ne te gaspille pas des scénarios actifs cités sur un compte cloud. Ok, donc ce qui est mon cas pour l'exemple de la vidéo. Donc, si je reviens moi directement sur main agent, qu'on branche tout ça et qu'on lui demande, on va chercher très rapidement un nom dans notre base de données, bah pourquoi pas prendre le nom sur lequel on était, notre petit Martinez Paul ou Thomas Bob. Prenons Thomas Bob, ce qui est plutôt pas mal. On va prendre le Thomas Bob et on va lui dire donne-moi une description de Thomas Bob avec un E, on va lui dire. Oh là là, on lui rajoute tellement de difficultés. Et là, il va aller utiliser search name pour récupérer du coup le nom du client exact. Parce que nous, on a besoin du nom du client exact, c'est-à-dire bien orthographié, pour faire une recherche derrière avec une metadata. Ok, donc là, on peut voir ce qui s'est passé. Il a utilisé search name. Bien évidemment, search name a fonctionné. Elle nous a retourné Thomas Bob. Search description, on l'a débranché, mais il a passé en tant que name client Thomas Bob. Et c'est là qu'on va pouvoir venir le plugger finalement à notre agent. Donc, on vient dans search description. On peut aller voir les exécutions. Ça, c'est si vous n'avez pas l'habitude encore de brancher ce genre de trigger, vous pouvez venir récupérer à ce niveau-là le schéma donc que vous allez recevoir en input. Donc, vous faites fonctionner une fois le scénario, tout simplement. Vous récupérez votre schéma, vous venez dans l'éditeur, et vous venez le coller à ce niveau-là. On sauvegarde et il est pin, ce qui fait que lorsque vous pouvez brancher tout ça, vous pouvez venir le sélectionner au niveau du mapping, tout simplement. Name client au niveau de la valeur. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Ce n'est pas une variable que l'agent doit décider de rentrer à ce niveau-là, mais c'est bien une variable qu'on a réceptionnée, qui est écrite, qui est comme ça, et on la passe à notre agent de cette manière-là.
Ce qui fait que si on a une base de données de plusieurs dizaines de milliers de lignes, on va pouvoir affiner très simplement avec une metadata qu'on aura récupérée en amont grâce à notre sous-agent search name. Donc voilà, on va passer du GPT-4o pour faire partout la même chose. À noter que bien évidemment pour le sous-agent description ainsi que pour le sous-agent search name, vous n'avez pas besoin d'ajouter de mémoire, ça ne servirait à rien du tout, ça passerait du contexte pour rien du tout, c'est aussi tout le but. L'idée c'est de se dire que c'est des agents spécialisés, donc ce qu'ils vont faire ça va être une tâche spécifique à un moment donné pour laquelle ils auront été promptés. Et donc le sous-agent, sa seule tâche c'est, donc pas getName, oui je suis dans searchName pardon, l'outil description comme searchName va employer un prompt ultra court, très précis, effectuer une seule tâche. Je dirais même que c'est déconseillé de venir le parasiter avec une mémoire, donc en tout cas pour ce cas d'utilisation qui ne servirait à rien du tout. La mémoire est gérée au niveau du superviseur pour qu'elle se rappelle plutôt de ce que le collaborateur lui aura demandé ici. On peut imaginer notre fameuse structure WhatsApp que je présente aussi dans la formation School. Et d'une fois que tout ça c'est fait, on peut venir save notre search description et réessayer tout ça avec un autre nom. On peut prendre ce bon vieux Martinez Jacques. Et bien évidemment, pour Martinez Jacques, il aura une description qu'on aura annotée au niveau des métadatas. Donc, si on vient ici et qu'on lui dit « Donne-moi la description de Martinez Jacques », il va nous chercher le nom précis, il va le renvoyer. Ce nom va être envoyé au niveau d'une variable. On la récupère, on la met au niveau des métadatas. Et ensuite, la description va nous être renvoyée. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Magnifique. Des fois, tout se passe comme prévu. Si on se fait une petite visualisation de ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est lui qui l'a retraité derrière. Martinez Jacques écrit correctement. Nous, on n'avait pas CK. Lui, il l'a récupéré. Donc, ça prouve que ça a bien fonctionné. Spécialiste axé sur le client qui va au-delà des attentes. Vraiment fait aucun effort pour les descriptions. Output. Ouais, alors si on va directement plutôt dans l'outil, là il l'a déjà traité en amont. Donc on vérifie quand même bien que ça a fonctionné. Voilà, description du client. Focus spécialiste qui va au-delà. Ouais, voilà, donc exactement la même chose. Et là il l'a traité déjà en amont pour le renvoyer. Ça on pourrait l'enlever d'ailleurs. Moi je préfère fortement quand les données sont envoyées au superviseur de manière classique, ou bien même pas, ça dépend des situations, effectivement, ça irait très bien comme ça. Je retire tout ce que j'ai dit. Donc Martinez Jacques, spécialiste, cela signifie qu'il se concentre sur la satisfaction. Enfin bref, on s'en fout des réponses, moi je voulais juste vous montrer ça, de dire que c'est un agent superviseur, il prend sa mémoire, il utilise searchName qui est un sous-agent, qui lui renvoie le nom exact trouvé et Martinez Jacques. Ensuite, on traite tout ça, on emploie les search description, donc ça c'est décrit dans le prompt, comment employer au fur et à mesure les outils / sub-agents qu'il a à disposition. On reçoit ça, il reformule tout ça, il nous envoie, il enregistre dans la mémoire. Classique, efficace, tout fonctionne bien. Donc voilà pour cette vidéo, ce que je voulais vous présenter, cette structure d'agent. On n'oublie pas que je trouve vraiment pertinente pour pas mal de tâches. Elle suffit largement à pas mal de tâches qui doivent être faites pour des entreprises. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà pour cette structure d'agent, supervisor tool que tu dois absolument mettre en place de ton côté pour avoir des agents pertinents. Si tout ça t'intéresse, il y a bien évidemment la communauté School, mais on organise également un webinaire le 28/1 avec mon associé pour parler de tout ça, de ces agents, comment ça fonctionne, etc. Donc si ça t'intéresse, tu connais la chanson. Petit lien en description. En attendant, n'arrête jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.